sanctions contre le groupe paramilitaire russe Wagner. J'utilise la même expression que ceux qui ont sanctionné, Luc. Alors, comment vous analysez ces sanctions? Tout d'abord, je vais répondre à Tarek Mabi. Il évoque en fait la charte de l'impérialisme. C'est un faux usage de faux comme les protocoles d'échange de sillons. Dans la charte de l'impérialisme qui est censée avoir été écrite au moment de la conférence de Berlin, on évoque les droits de l'homme, le génocide et les crimes contre l'humanité qui sont des notions développées au tribunal de Nuremberg à partir de 1946. On ne pouvait pas les développer en 1885. C'est rendre un mauvais service. Il y a assez de documents pour accabler le roi Léopold II et le colonialisme belge sans tomber là-dedans. Actuellement, il y a un grand débat mémoriel en Belgique, mais le but, c'est de noyer la question, c'est-à-dire de tenter d'étouffer les véritables responsabilités, notamment celle des Saxe-Cobourg-Gotha, la dynastie belge. Voilà ce qu'il faut retenir. Pour comprendre le colonialisme en Belgique, imaginez-vous que l'arrière-petit-neveu d'Adolf Hitler serait chancelier en Allemagne. Aujourd'hui, l'arrière-petit-neveu de Léopold II, il se trouve au roi des Belges. C'est tout ce qu'il faut retenir. Maintenant, venons-en au groupe Wagner. Le groupe Wagner, en fait, je l'ai expliqué souvent, c'est une construction médiatique qui est tirée d'un livre de propagande américaine qui s'intitule De Compagnie Youkib, les opérations d'Eugénie Prigozhin en Russie. Eugénie Prigozhin étant un des amis de Vladimir Poutine, actif dans le domaine des médias. Il est notamment le propriétaire d'une télévision kadhafiste au Caire, la Jamerian TV. Mais la véritable, évidemment, montage du groupe Wagner, il apparaît à travers les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne et à travers la note du State Department américain du 15 septembre. C'est une très grande note et évidemment, c'est la voie de son maître. C'est là qu'on donne les ordres à l'Union européenne. L'Union européenne et les Américains ont démontré par l'absurde que le groupe Wagner n'existait pas. Tout d'abord, on prétend sanctionner des avoirs et des comptes bancaires et des gens qui vivraient, qui circuleraient dans l'Union européenne, que ce soit Prigozhin ou que ce soit ses équivalents, ce sont des gens qui sont actifs en Russie et en Europe ex-soviétique. Et les paramilitaires, ce sont des gens qui sont actifs en Syrie ou en Afrique. Ils ne sont donc pas du tout impactés par des sanctions qui leur interdiraient de voyager dans l'Union européenne ou d'y bénéficier d'avoirs. Deuxièmement, la meilleure preuve que le groupe Wagner n'existe pas, c'est qu'on n'a rien trouvé pour sanctionner une entité qui s'appellerait Wagner. On a dû prendre 3 trains de sanctions, les sanctions sur le Donbass, les sanctions sur la Syrie, les sanctions sur l'Afrique, pour trouver matière. Deuxièmement, ne trouvant pas d'entité Wagner, on a pris 3 sociétés commerciales d'Eugénie Prigozhin, puisqu'il est présenté comme le patron de ce fantomatique groupe Wagner, et on les a pénalisées. Elles n'ont bien entendu rien à voir avec des sociétés paramilitaires. Enfin, on a sanctionné 8 paramilitaires russes actifs en Afrique, les 2 plus célèbres étant Dimitri Utkin. Dimitri Utkin, c'est le patron de Sewa Security qui assure les conseillers militaires en Russie. Et le deuxième qui a été conseiller, on notera que c'est un personnage officiel qui dispose d'un passeport diplomatique. C'est notre ami Valéry Sakharov, le conseiller russe à la sécurité de Touadéra, qui a été sanctionné, évidemment, à la grande colère du gouvernement de Bangui. Voilà donc, on a pris 8 paramilitaires, on a pris 3 sociétés commerciales, on a prétendu employer des sanctions économiques en Europe. Tout cela n'a pas une apparence de réalité, c'est de la pure propagande, c'est du battage médiatique. Voilà, tapage médiatique, c'est ce que nous fait savoir Luc Michel. Gamal Abina, alors si le groupe Wagner n'existe pas vraiment,
à quoi joue l'Union européenne dans ce cas? Puisque dans vos propos également, vous nous avez dit quand même que si effectivement Wagner existait, les Russes auraient pu prendre un tout autre nom qui est russe. Alors, à quoi joue l'UE? L'Union européenne joue son va-tout. D'abord, il y a une solidarité de fait politique très faible, parce qu'il n'y a pas vraiment de politique européenne, mais bon, il y a une solidarité impériale européenne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on a vu plusieurs fois des actions politiques très fortes de l'Union européenne, quand par exemple il s'agit au Maroc à l'époque, il y avait eu l'armée marocaine qui a pris le contrôle de 2-3 rochers sur sa côte. L'Espagne a envoyé ses forces et l'Union européenne immédiatement dit derrière, nous soutenons, quoi qu'il arrive, l'Espagne. Donc l'Union européenne joue quoi? Joue la carte de sanctions parce qu'elle est ennuyée. D'abord, c'est effectivement l'extension naturelle et géopolitique des États-Unis. L'Union européenne, c'est quoi? C'est l'Europe qui n'a pas été conquise par les nazis, qui a été conquise par les nazis, mais qui n'a pas été conquise par les Russes, excusez-moi. Et surtout, c'est l'Europe qui a perdu la guerre et qui finit par remporter la guerre avec le soutien des Américains. Ils avaient créé d'abord l'OTAN, au moment où Churchill parle d'un mur qui va s'abattre sur l'Europe, le rideau de fer. Mais cette Union européenne va finalement s'élargir après la chute de l'Union soviétique en 92. La chute de Berlin, puis du mur de Berlin, de l'Union soviétique. Et donc l'Union européenne va s'élargir. D'abord l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest sont réunifiés, donc ils deviennent de fait le bloc occidental. Ensuite la Pologne, ensuite les pays d'Europe centrale, puisqu'il faut se rappeler quand même que l'Europe c'est pas un bloc, c'est 3 blocs. C'est l'Europe occidentale d'un côté, donc toute l'Europe côtière atlantique, l'Europe centrale des vieux empires, et l'Europe orientale de la Russie et des pays slaves, en substance, hein, très, très rapide. Et donc cette Europe-là a gagné du terrain sur les Russes quand elle s'était affaiblie à l'époque de Poutine, qui était un alcoolique notoire et qui avait vraiment liquidé la Russie sur tous les fronts, sur le plan économique avec les oligarques, sur le plan militaire avec la destruction du pacte de Varsovie, mais surtout sur le plan sécuritaire. Il avait laissé littéralement son... Eltsine, Yamal, pas Poutine. Ah, Eltsine, excuse-moi, mais Boris Eltsine. L'alcoolique Boris Eltsine. Oui, c'est vrai que j'oublie son nom tellement le personnage était insignifiant. Son seul fait d'arme, c'est de monter sur un char à l'époque, ce qui était assez abject. Et donc, ce monsieur Eltsine a liquidé la Russie et un jour, des analystes politiques, je me souviens plus comment ça s'appelait, je crois que c'est une analyste américaine, il me semble, avait dit « Méfiez-vous de ne pas provoquer la Russie parce que le jour où elle dit pas l'ogre, elle disait l'ours russe relèvera la tête, il va falloir commencer à trembler. Tout où le géant chinois relèvera la tête, il va tomber. » Et ben, ce qui se passe, ce qui est extraordinaire, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que les Américains ont tellement exagéré jusqu'à conserver l'OTAN, qui n'existait que contre le pacte de Varsovie, jusqu'à conserver, pousser jusqu'aux frontières russes, jusqu'au Donbass, jusqu'à l'Ukraine, la Crimée. Ils n'ont pas arrêté de pousser leur avantage pour littéralement provoquer les Russes chez eux, hein, quand même, c'est à leurs frontières. Que les Russes ont réagi, ils ont dit on va les stopper. Et les ont stoppés net. Donc il y a eu plusieurs guerres qui ont été remportées sur le territoire russe. On se rappelle de ce qui s'est passé en Géorgie avec l'histoire d'Ossétie. On se rappelle de ce qui s'est passé évidemment en Ukraine. Donc ils ont bloqué, ils leur ont dit la Crimée nous appartient parce qu'effectivement ça appartient historiquement à la Russie. Mais on va arrêter la plaisanterie. Et ensuite ils ont fait un truc assez extraordinaire. C'est pour ça que l'Union européenne quand même se moque des gens, c'est qu'ils ont décidé de créer des groupes qu'on appelle paramilitaires. Alors on traduit, c'est des groupes privés qui garantissent une certaine aide logistique et parfois d'intervention militaire, mais ça arrive très tard. Ça. Ces groupes existent, mais ne s'appellent pas Wagner. Ça, c'est une insulte à l'Union soviétique et surtout à la Russie qui a souffert quand même de 26 millions de morts par rapport aux nazis. Il y a bien des groupes qui existent, mais ces groupes-là sont des extensions naturelles, des extensions du pouvoir soviétique, enfin du pouvoir russe, voilà. Et donc l'Union européenne a quand même, je trouve que c'est fort de café, d'oser vouloir sanctionner une organisation comme celle-ci qui finalement reste malgré tout légaliste et ne pas sanctionner Blackwater qui a été pire que tout en termes de crimes, qui sont avérés. Les crimes de Blackwater qui continuent aujourd'hui d'ailleurs sous un autre nom sont avérés. Alors ça dérange l'Union européenne de voir qu'il y aurait des groupes privés parce qu'on privatise la guerre tout comme on commence à faire des guerres sans hommes puisqu'il y a des drones qui arrivent, des drones qui ce soit des avions ou des chars de combat drones, tout ça c'est en train de se mettre en place. Ils trouvent choquant que les Russes utilisent les mêmes méthodes, finalement les Russes font que se défendre de ce qui était fait par l'Union européenne qui poussait son avantage, mais ils sont pas choqués par la même méthode utilisée par les États-Unis qui va bientôt malheureusement, et vous le savez bien, arriver en Europe où on va privatiser la guerre. Pour l'instant on fait surtout des soldats de métier, mais ça finira par être des guerres des interventions militaires plutôt, moins des guerres que des interventions avec ce qu'on appelle donc des groupes privés.
Donc la privatisation de la guerre, et c'est le principe capitaliste finalement, on est en plein dedans. Les Russes utilisent le principe capitaliste cher aux Américains, et ça choque tout le monde. Donc effectivement, l'Union européenne a devrait vraiment avoir honte d'elle-même, et j'ai encore dit que l'honneur, c'est pas leur truc, hein. Ils ne devraient pas trop parler sur ces questions de groupes paramilitaires. Ils ne devraient certainement pas utiliser des groupes qui auraient une connotation nazie, parce que ça, c'est quand même très fort de café quand on sait que, par exemple, en Ukraine, c'est quand même des néo-nazis qui étaient contre les Russes. Et surtout, et c'est le plus important, ils devraient s'abstenir de parler de sanctions ciblées, ils ne savent même pas qui cible en fin de compte, parce qu'ils ont trop peur du géant russe, qui si un jour commence à montrer son agacement, risque de les bousculer sur leur propre territoire. Donc aujourd'hui, effectivement, quand l'Union européenne fait ces sanctions, c'est des sanctions purement, j'ai envie de dire, à visée politique, ça va pas bien loin, mais surtout, c'est une posture politique qui est quand même assez hypocrite, parce que ces mêmes sanctions, ils ne les appliqueront jamais à leurs propres groupes paramilitaires qui sont en train de se développer. On n'a pas les noms en Europe, mais ils existent aux États-Unis, on les connaît. Et c'est une façon, encore une fois, ils ont perdu la guerre du Vietnam pour une raison. Alors on a parlé de la guerre du Vietnam, ils l'ont perdu pour une raison, c'est parce que l'opinion publique ne supportait plus de voir de jeunes Américains de 18 ans appelés sous les drapeaux mourir pour quoi? Je le dis quand même, pour faire la guerre dans un territoire qui est des milliers de kilomètres des États-Unis pour lesquels ils n'ont aucune part ni intérêt. Eh bien, c'est pareil pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Union européenne se plaint de ce que les Russes viendraient apporter un concours aux chefs d'État africains qui ont été fragilisés pendant 60 ans, pas 3 jours, 60 ans. Et ils font sur un territoire qui ne leur appartient pas. Au nom de quoi l'Union européenne a son mot à dire sur ce qui se passe en Afrique? On aurait aimé l'entendre, l'Union européenne, contre l'invasion de la Libye, par exemple, la barbarie qui a été perpétrée là-bas. L'estimation de 100 000 morts est une estimation basse. Il y a entre 250 000 et 300 000 morts. C'est ça, là, malheureusement, sur un pays qui était entre 3 et 5 millions d'habitants réellement libyens. Ça, c'est l'Union européenne. Donc non, l'Union européenne a beau jeu de parler, mais en vérité, encore une fois, l'indignité le dispute à la bassesse, et je ne prends pas très au sérieux ce genre de sanctions, sachant que l'Union européenne, certes, est un genre économique, mais c'est un nain politique et militaire. Donc ça ne reste pas grand-chose en substance, il ne faut pas en tenir compte en vérité. Et surtout, on se rend bien compte que l'Afrique commence enfin à prendre son destin en main en choisissant sérieusement ses partenaires qui lui seront. Fabrice Béor, Fabrice, alors si les sanctions contre Wagner seront sans conséquence, puisque Wagner n'existe pas, qu'en est-il des autres sanctions ciblées de l'Union européenne, puisque, faut bien le rappeler, il y a des personnalités et même des entreprises plus ou moins proches de Vladimir Poutine qui ont été sanctionnées. Est-ce que cela pourrait fragiliser Moscou? Parlons franchement, le groupe Wagner, évidemment, c'est une construction médiatique pour faciliter la propagande russophobe classique des médias de l'OTAN. Maintenant, il existe effectivement des groupes militaires privés, mais la différence avec les groupes militaires privés occidentaux, principalement anglo-saxons, d'ailleurs américains, australiens, c'est qu'ils sont directement, officieusement, sous le commandement directement politique ou directement de l'état-major russe. Ce ne sont pas des mercenaires, ce ne sont pas des compagnies privées qui viennent et qui vont exterminer telle ou telle population parce qu'ils ont envie de voler telle ou telle banque, comme il s'est passé assez couramment en Irak à une certaine époque. Donc, oui, puis ne parlons pas de l'Afghanistan. Premier point. Deuxième point, comme ça a été indiqué, lorsqu'on respecte la souveraineté d'un État, on n'a pas à mettre son grain de sel dans les relations sécuritaires que cet État voudrait avoir, comme par exemple en Centrafrique, ils se sont offusqués au tout début que le président Touadéra avait pris dans son entourage pour sa sécurité, justement, comme il dit, ces mercenaires du groupe Wagner. Bah oui, on va dire qu'il avait envie, il avait bien compris que s'il dépassait la ligne et qu'il avait l'intention de la dépasser en tant que patriote centrafricain, il valait mieux avoir des amis en charge de sa sécurité que des gens qui pouvaient recevoir un ordre contraire et de l'éliminer. L'Afrique a connu nombre de ce genre de situations. Donc aujourd'hui, ils font cette propagande. Je vais vous lire juste un petit paragraphe, c'est très rapide, qui est une déclaration du ministère des Affaires étrangères russe. Il indique « L'hystérie qui s'est propagée en Occident autour de ce thème témoigne avant tout de la jalousie de certaines anciennes métropoles européennes à l'égard des États d'Afrique et du Moyen-Orient,
dont elles ont été forcées de reconnaître en leur temps la souveraineté et l'indépendance. Ils indiquent précisément d'une manière, et c'est un langage diplomatique un peu osé, parce qu'en général on va moins loin que cela, mais ils indiquent, bon, vous avez perdu la partie, les pays en question commencent à reprendre véritablement ils ont la volonté de reprendre leur souveraineté, et ben oui, ça vous énerve, mais ça c'est le sens de l'histoire, et vous ne pourrez pas évidemment la contrer de la façon surtout dont vous agissez. Et alors maintenant, pour répondre à votre question, Bachir, alors les sanctions, la Russie en a depuis 2014. Quel résultat cela a eu? 2014, c'est lorsqu'il y a eu le coup d'État américain du Maïdan avec sa piétaille fasciste. Nous avons eu donc la tentative américaine, puisque c'était ça le véritable objectif, de la prise de la Crimée par l'US Navy, puisqu'ils avaient même, avant même Maïdan, il y avait déjà un appel d'offres sur le site de l'US Navy pour construire des logements pour marins américains à Sébastopol. C'est assez amusant, hein. Voilà. Et donc, la chronologie est assez amusante, allons-nous dire. Et depuis qu'il y a eu un référendum gagné par une immense majorité de la population sur place, puisque la population sur place est russe, a toujours été russe et est russe, il faut être aveugle pour pas ne le reconnaître. Et depuis, ça a permis à quoi? Ça a permis d'accélérer ce qui des fois est assez lent à bouger en Russie. Ça a permis d'accélérer en fait l'industrialisation de la Russie sur des secteurs où elle ne l'était pas auparavant. Donc les sanctions en Russie, en général, on dit bravo, continuez, puisque c'est une obligation de protectionnisme et qui oblige aujourd'hui tous les secteurs économiques russes à développer des fois des lignes de production qui n'existaient pas auparavant. Alors dans l'agriculture, c'est assez immense. Mais même dans les nouvelles technologies, c'est aussi très important. Alors maintenant, les sanctions qu'ils ont fait vis-à-vis des gens qui sont autour du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, c'est de la pure hypocrisie. Et puis ça aboutit à quoi? Ils vont mettre sous sanction la société de restauration collective, donc d'un des amis de Vladimir Poutine, qui est donc Rogozin, qui est accusé d'être, on va dire, le cerveau de ce soi-disant fameux groupe fantomatique Wagner. Vous savez, depuis très longtemps, la plupart des gens qui sont autour de Poutine sont habitués. Et depuis, en plus, il y a énormément de législation et certains ont même dans l'obligation, d'autres par patriotisme, ont en général rapatrié leurs avoirs s'ils en avaient à l'époque au sein de la Fédération de Russie ou au sein du bloc eurasiatique, puisque on oublie la Chine, qui est quand même un élément important, surtout dans l'économie. Et en plus, lorsque vous avez des économies, c'est plus intéressant, à mon avis, de les placer en Chine que de les placer aux États-Unis ou en Europe. Donc, ça n'a aucun sens. C'est pour se faire plaisir. C'est la politique américaine hein, que l'Union européenne, j'ai fait un lapsus, mais c'est à peu près la même chose, que l'Union européenne applique et copie, mais ça n'a aucune conséquence, si ce n'est qu'en réalité renforcer la Russie. Donc moi, qui continue à faire des sanctions. Ils parlent certains justement de faire des sanctions à partir de ces histoires-là. De mercenaires. Il y a l'Ukraine aussi dans l'histoire. Il parle de l'Ukraine, il parle de la Syrie, bien évidemment, il parle aujourd'hui de l'Afrique, encore plus, mais qu'il continue à faire ces menaces. Il parle de couper la Russie de SWIFT, mais l'alternative est déjà en place. L'alternative est déjà en place, puisque les Russes sont prévoyants. Ça ne fera qu'accélérer en réalité le renforcement et le rapprochement au sein du bloc eurasiatique. Et pourtant, ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, puisque l'intérêt des États-Unis, ce serait de détacher la Russie de la Chine. En cela, ce ne serait pas dans leur avantage. Donc, ils sont bloqués en réalité, et ces sanctions, comme les déclarations que font les leaders occidentaux, français ou américains, sur l'Afrique ou sur certains chefs d'État africains, aujourd'hui n'ont pas grand poids, si ce n'est d'essayer toujours de garder une certaine image de soi
En fait, ils sont plus dans la politique ou dans la diplomatie, ils sont toujours dans la communication. Nous sommes en Occident dans l'ère de la communication. Alors, ils sont très forts dans le soft power avec évidemment les chaînes d'information continue, avec le cinéma. Mais aujourd'hui, avec ce qui peut se passer sur Internet et puis le développement de la crise économique qui arrive, les gens sont quand même un peu plus informels, on nous dire, ou tout du moins doutent un peu plus, donc vont chercher des informations ailleurs. Et je pense que si déjà en Afrique ils ont perdu cette bataille, ils commencent à la perdre également en Europe. Mais ils ne s'en aperçoivent toujours pas puisqu'ils sont déconnectés de cette réalité. Donc les sanctions, bah, allez-y, continuez. Moi qui vis en Russie, je vois les résultats des sanctions qui existent depuis 2014. Et ben, c'est très bien pour l'économie russe qui ne fait que de se renforcer et qui aujourd'hui produit, d'un point de vue agricole, des produits agricoles et même du matériel technique et même aujourd'hui certains matériaux de très haute technologie pour leurs avions civils, entre parenthèses, bah, ça ne fait que renforcer, la puissance de demain de la Russie qui redevient une puissance industrielle. J'aimerais bien voir la situation dans 20 ans en Russie, quand on fera une comparaison entre cette Europe aujourd'hui totalement désindustrialisée et qui, dans les produits de l'intelligence artificielle, elle sera totalement dépassée par la Chine en particulier. Donc, les paroles de l'Union européenne, qui est un nain géopolitique, l'Union européenne n'est que la partie civile de l'OTAN, et l'OTAN, c'est l'outil de contrôle politico-militaire des États-Unis sur sa première des colonies européennes, ouest européennes. Donc, ça n'a pas grande importance, alors que pourtant, l'intérêt de cette Union européenne serait de se détacher des États-Unis et de tendre la main à la Russie, qui avait proposé, et c'est ma conclusion, lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, avait proposé de construire une maison commune de Vladivostok à Lisbonne afin de mettre à plat toutes les questions, dont les questions sécuritaires, et c'est-à-dire en fait la fin de l'OTAN, et de créer un espace commun de développement. Pour cela, faudrait-il encore qu'il y ait des gens qui aient conscience de cela et que ce ne soit pas le parti américain qui soit au pouvoir dans la plupart des pays européens. Bien sûr, dernière parole sur ce sujet, c'est avec Tarek Mami. Tarek, est-ce que la Russie dispose des moyens de contre-sanctions face à ces sanctions de l'Union européenne? Alors, pour continuer la suite des communiqués du ministère des Affaires étrangères russe que Fabrice vient de lire, le complément, c'est la phrase suivante qui est aussi intéressante que le chapeau, et qui dit que la Russie se réserve le droit de répondre aux actions hostiles à l'Union européenne. Et en clair, dans ce communiqué, la Russie ne réagit pas comme les personnes qui simplement agressées et qui ont position de faiblesse et qui doivent s'en sortir en trouvant la solution. Mais en français facile, la Russie, dans ce communiqué d'une manière précise, dit chiche, vous faites des sanctions, on va faire ce que nous avons à faire. Le problème de l'Occident, et le même communiqué précise, Luc Michel l'avait dit il y a quelques semaines, et il précise que les entreprises militaires privées ne sont pas contrôlées par les autorités. Comprendre, contrairement aux opérations de mercenariat envoyées par les Occidentaux dans différentes régions du monde. Et donc, pour faire simple, les États-Unis ont inventé un impérialisme de genre nouveau qui était soutenu par Brzezinski au départ, sur lequel, à la fin de sa vie, il va un peu changer d'avis. Cet impérialisme nouveau, qui n'est pas toujours un impérialisme uniquement militaire, est devenu un impérialisme économique par l'utilisation du dollar comme seule monnaie internationale d'échange entre les nations. Quand vous ajoutez donc la décision américaine de Nixon de ne plus évaluer le dollar imprimé à la trésorerie au nord existante dans la Banque fédérale américaine, vous avez tout déconnecté. Et donc, vous avez un pays qui imprime du papier, et ce papier, dès qu'il sort de l'imprimerie, il devient de l'argent à valeur internationale dans les échanges. Et la force des États-Unis a été
donc de créer, d'inventer ce système et de l'imposer au monde entier. Et pourquoi il a marché jusque-là en termes de sanctions? Parce qu'il a été appliqué à des pays, notamment donc l'Irak et la Syrie, et j'allais dire à des pays faibles qui n'ont pas la capacité de résistance économique et militaire comme la Russie. C'est pour ça que les sanctions américaines ou européennes soutenues par les Américains ne changeront rien à la solidité économique de la Russie en cours de construction comparativement par rapport aux autres. Et donc, les Occidentaux, c'est comme les gamins qui jouent aux billes. Une fois qu'ils ont joué et qu'ils ont vu qu'ils ont gagné, que ça marche, ils veulent reproduire à l'infini ce qui a marché. Sauf ce qui marche avec des États qui utilisent le dollar ou qui ont le pétrole exporté et dont on verrouille le système, ne marche pas avec des groupes militaires ou paramilitaires privés, puisqu'ils ne sont pas identifiés, puisque vous n'avez pas une entité juridique qui fait que quand on dit on bloque tel groupe ou telle organisation, tout est bloqué. Ce sont des individus, j'allais dire, qui est capable aujourd'hui d'expliquer aux Américains que le groupe Wagner, qui est un nom générique et non une entité juridique, ses membres viennent selon leur propre intérêt et selon les missions qu'ils ont. Donc, vous ne pouvez pas identifier une organisation, et quand bien même vous pouvez l'identifier, vous ne pouvez pas agir sur elle parce qu'elle n'utilise pas vos moyens de pression habituels, notamment le dollar. Donc, si ces gens étaient payés par le Mali en dollars, vous pouvez dire je ferme le robinet de dollars sur le Mali et derrière le Mali ne pourra pas payer ses salariés ou les gens avec lesquels elle passe le contrôle. Non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus depuis que les Chinois, les Russes, les Sud-Africains et maintenant les Iraniens ont décidé de commercer entre eux dans leur propre monnaie ou dans d'autres monnaies que le dollar. Mais par contre, et c'est là où le bas blesse pour l'Europe dite démocratique occidentale, c'est que les sanctions fonctionnent sur l'Europe et principalement sur la France. La France a été dépouillée de son industrie par les États-Unis, notamment dans l'affaire Thomson, en mettant en prison le numéro 2 ou 3 de la société qui était en voyage d'affaires aux États-Unis. La France a condamné la Banque nationale, la BNP, la Banque nationale de Paris, à des milliards de dollars parce qu'elle a fait une petite affaire avec l'Iran. Donc, encore une fois, c'est le mélange des genres qui dérange et c'est l'incompréhension et c'est la non-souplesse d'esprit qu'ont les Occidentaux, donc principalement les Américains et les Européens, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas la question de Wagner, entre guillemets, de manière différente à ce qu'ils ont regardé Saddam. Et c'est là où ils se trompent. Parce que en géostratégie, en géopolitique, les situations changent et aujourd'hui, vous avez 2 ou 3 parties, donc les Chinois, les Russes et les Américains principalement, parce que malheureusement, comme le disait De Gaulle, même quand on n'aime pas De Gaulle, l'Europe est devenue l'appendice donc des États-Unis aujourd'hui. D'ailleurs, un ou deux candidats demandent à sortir du commandement de l'OTAN, mais la situation est qu'il y a vous savez comment les Iraniens appellent les uns et les autres, qu'ils les appellent en gros le grand Satan, qui est les États-Unis, et les petits avec S Satan pour les pays européens qui prennent des décisions contre eux. Et l'Occident aujourd'hui, non pas qu'il ne sait pas, me refuse d'admettre qu'il est en train soit de perdre, soit d'être obligé de changer les règles du jeu à l'international. Pour revenir à Brzezinski, et là encore un livre, cher Bachir, un livre qui a fait fureur en faveur de l'Occident à l'époque, c'est le grand échiquier de Brzezinski. Juste avant de mourir, quelques semaines avant sa mort, Brzezinski publie cette fois non pas un livre, mais on appelle ça une note. Et cette note, donc si vous tapez sur les réseaux, sur l'internet, note Brzezinski, vous allez trouver. Voilà, il nous montre le livre, apparemment, notre ami Fabrice qui l'a sous la main. Vous pouvez le remontrer, Fabrice, pour que Bachir le. Voilà. Fabrice, non, vous c'est un pouvez autre remontrer livre. le livre. C'est pas Brzezinski, c'est un autre livre, mais c'est exactement la même. Montrez-le. Non, mais comme. Voilà, allez-y.
Tout à fait. Bon, et donc je reviens sur le Brzezinski. Il y a eu deux Brzezinski. Il y a eu le Brzezinski impérialiste, donc dans son livre Le Grand Échiquier, et il y a Brzezinski dans sa dernière note. Et qu'est-ce qu'il dit dans la note? Et c'est la dernière note qui m'intéresse. Il dit en réalité, les États-Unis n'ont jamais été un empire. Ils ont été une grande puissance. Et s'ils veulent rester une grande puissance, il y a deux choses à faire. La première, c'est tout faire pour que le dollar reste la monnaie internationale. Parce que les États-Unis, le jour où elles perdent le dollar comme monnaie internationale, il n'y aura plus de grands empires, il n'y aura plus de grands pays qui s'appellent les États-Unis. C'est très important à écouter. Et c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, puisque ça a été fait de l'autre côté. Le dernier élément, c'est Brzezinski, qui est intéressant, Fabrice l'a plus ou moins touché tout à l'heure. Il dit, aujourd'hui, face à la Russie, il dit face aux États-Unis, il ne dit pas face à l'Occident, il ne dit pas face aux États-Unis plus l'Europe, il dit face aux États-Unis. Vous avez deux puissances qui sont en train de monter, la Russie et la Chine, et les États-Unis ne pourront pas combattre les deux puissances montantes en même temps. Et écoutez bien la chute. Et moi, je conseille aux États-Unis de faire une alliance avec la Chine contre la Russie, parce que la Chine est dans le pragmatisme économique et qu'on peut partager des choses avec elle, alors qu'en face, la Russie est-elle un ancien empire et qui a toujours cette vision, et elle sera plus difficile. Donc, je conseille à ce qu'on dessine comme ennemi plutôt la Russie que la Chine, et on voit que les Américains aussi n'ont rien compris, puisque le président Biden aujourd'hui considère que le principal ennemi de l'empire américain, c'est plutôt la Chine. Voilà, donc je pense que quelquefois, il faut chercher l'information chez l'interlocuteur, chez l'adversaire, chez l'ennemi, pour comprendre son mode de fonctionnement, de ce qu'on pourrait appeler soit le récit, donc le récit de ce pays. Et la force de l'Amérique avec ses aides, c'est qu'elle pense qu'elle va pouvoir dominer tout. Et aujourd'hui, elle est en voie, donc, je dirais pas d'effondrement, mais de recul. Et l'Europe, surtout la France dont on parle depuis tout à l'heure avec le Mali, qui est devenu aujourd'hui un satellite. Donc, plus la maison mère faiblit, plus le satellite disparaît. Je ne veux pas revenir à l'histoire, du Moyen-Âge français avec le roi et les serfs. Et je pense que c'est vraiment l'image qui correspond. Donc, il y a celui qui décide, et il y a celui qui sert, et celui qui sert le sert. Et aujourd'hui, la France, malheureusement, et toute l'Europe, si elle ne change pas d'avis, et qui est en train de se retirer, parce que l'Europe n'a pas à être solidaire avec ses membres, même quand ses membres sont torts. Le meilleur exemple, et j'en termine là, c'est que la Pologne refuse d'appliquer la majorité des décisions de l'Union européenne, et notamment Schengen. Le tribunal ou le haut tribunal polonais vient de déclarer que les lois internes de la Pologne sont supérieures aux lois européennes. Et dès qu'il y a le problème de la migration du côté de la Biélorussie, que font tous les Européens? Eh bien, on va lui donner de l'argent pour construire un mur et on va les soutenir. Donc, vous soutenez celui qui vous trahit. Et tant qu'il n'y a pas cette vision d'ensemble impossible ou difficile à créer aujourd'hui, ben, on aura les États-Unis qui gèrent, les vassaux qui suivent, la Russie sur le plan, j'allais dire, économique et militaire qui s'impose, et c'est son droit et c'est même son devoir, la Chine qui économiquement a pris donc une grande partie, et l'Afrique qui, heureusement pour nous aujourd'hui, prend ce train de la souveraineté et de l'indépendance de ses décisions. Le mot indépendance de ses décisions étant pour moi une condition sine qua non de développement d'un pays. Avec Mamie. Messieurs, on a environ 10 minutes avant de mettre la clé sous le paillasson. Eh bien, prenons l'actualité après cette transition.